Et maintenant, je vais vous parler d'un événement beaucoup plus proche de nous qui sera le 17 novembre. Le 17 novembre, une consigne est partie du milieu des gens ordinaires, on va dire, des gens du commun, appelant ce jour-là à faire quelque chose pour protester contre l'augmentation du prix du carburant. Et cet appel s'est propagé très rapidement par les voies les plus diverses, mais surtout par la voie des réseaux sociaux. Une fois de plus, les réseaux sociaux de communication auront joué le rôle de propagation d'une volonté d'action. Alors déjà, c'est une première chose à observer. C'est pas les réseaux sociaux qui ont créé la volonté d'action. Il y avait la volonté d'action et le réseau social en a été le déclencheur. Et ce sont des personnes qui n'ont pas d'engagement politique particulier, ils ont dû voter, hein, chacun suivant leurs opinions, qui a déclenché cette vague dans tout le pays. Alors en cours de route, des forces politiques ont décidé d'essayer de récupérer le mouvement, récupérer au sens de s'en attribuer la gloire, n'est-ce pas? Et je pense qu'en agissant de cette manière, elles ont plutôt fait courir le risque que le mouvement s'étouffe, meurt, parce que beaucoup de gens veulent protester contre l'augmentation du carburant, mais ils n'ont pas l'intention, en le faisant, de donner raison à tel ou tel parti. C'est pourquoi nous autres, les Insoumis, nous souhaitons le succès du 17 novembre. Nombre des députés insoumis seront sur le terrain présents avec les gens qui vont opérer des blocages ce jour-là, mais nous n'avons pas voulu faire d'appel qui puisse donner l'impression que nous voudrions prendre pour nous la responsabilité ou la paternité politique de ce mouvement, parce que c'est pas vrai. Alors, premièrement, c'est pas vrai, c'est un mouvement qui part des gens eux-mêmes et qui est auto-organisé. Et deuxièmement, la condition pour qu'il marche, c'est que justement, il n'y ait pas de récupération politique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'un rapport de force énorme, enraciné dans la profondeur du pays, se dresse face au budget macroniste, parce que tout ça a une raison d'être. Si le carburant augmente, c'est d'abord parce que les taxes augmentent, et si les taxes augmentent, c'est parce qu'il faut compenser dans le budget de l'État les pertes de recettes, l'argent qui ne rentre pas, du fait de la suppression de l'impôt sur la fortune et de divers autres avantages qui ont été donnés aux plus riches de notre pays, qui ne partagent plus l'effort avec le reste du pays, mais se contentent d'engranger toujours plus, d'accumuler, avec l'action complice, active du gouvernement Macron. N'ayez pas d'autre idée. Alors les macronistes ont immédiatement, les macronistes et leur énorme appareil médiatique, ont immédiatement essayé de transformer ça en, premièrement, c'est une manifestation d'extrême droite. Non, je peux vous dire qu'il y aura des insoumis partout, et les insoumis ne sont pas d'extrême droite, et il y aura des gens qui n'ont pas d'engagement politique particulier, il y en aura de tous les bords, de tous les tableaux. Donc non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une manifestation d'extrême droite, et le fait que j'en souhaite le succès, et que mes amis vont s'y impliquer partout, n'en fait pas non plus une manifestation insoumise. C'est une manifestation populaire, auto-organisée, d'initiative réellement citoyenne, pas des gens déguisés en citoyens qui se racontent qu'ils représentent les citoyens. Non, c'est vraiment des gens qui ont... Pourquoi ils font ça? Ils font d'abord parce qu'ils savent que ce qu'on raconte est faux. Je veux dire, ce que raconte le pouvoir est faux. Ce n'est pas une taxe écologique, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut rouler 10 km de moins que ce qui roulait la semaine d'avant. Les gens sont obligés de rouler. D'accord? Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Et s'il en est ainsi, c'est parce que ceux-là même qui aujourd'hui viennent leur donner des leçons d'écologie depuis le gouvernement macroniste, c'est-à-dire les libéraux, les capitalistes de toutes sortes, les financiers de toutes sortes, c'est eux qui ont installé les centres commerciaux à la sortie des villes, plutôt que dans les quartiers ou dans les centres-villes où ils se trouvaient auparavant. On pouvait aller faire ses courses à pied. Allez faire vos courses à pied aujourd'hui. Vous allez aller depuis votre cité jusqu'au centre commercial et pousser le caddie à la main. Vous allez mettre un cheval ou un bourricot devant. Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Personne n'a le choix. Et supposez que ce soit le moment où vous allez au travail. Vous pouvez y aller à pied au travail, en bicyclette? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc vous êtes obligé d'y aller et de mettre de l'essence et de mettre du gasoil, de mettre du diesel dans votre véhicule. C'est comme ça. Par conséquent, que va-t-il se passer? Ce que tout le monde va vous dire. Ça va coûter plus cher, donc les gens auront moins de pouvoir d'achat, mais comme ils seront obligés de se déplacer exactement comme avant, eh bien, ils vont ou bien moins manger, ou ne pas se soigner, ou renoncer à des loisirs, ou à certaines dépenses élémentaires. J'ai dit que pour 20 km pour aller à son boulot,
c'est 200 € par mois. Et si vous êtes au SMIC, eh ben ça représente 17% de votre salaire. Donc c'est des quantités, c'est des sommes et des quantités considérables dont on parle là. Et ceux qui ont essayé d'organiser un tableau dans lequel soit on dit voilà, il y a tel ou tel parti qui est très important dedans, ou qui essaye de raconter que c'est une lutte entre ceux qui ont une conscience écologique et ceux qui n'en ont pas. Hein, vous vous rappelez Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui a dit oui, en gros c'est les gros beaufs avec leurs cigarettes qui roulent au diesel. Ben vas-y toi, hein, va les porter sur ton dos, ça fera une différence. Bon, eh bien ce mépris pour le peuple, et qui est absolument pas fondé, n'a fait qu'aggraver la colère des gens. Et moi je le comprends, parce que jamais les Français ont été aussi prêts et disposés à comprendre les mesures qu'il faut prendre sur un plan écologique qu'aujourd'hui. Dans le moindre village de France, partout où on vous permet de trier vos poubelles, vous le faites. Eh bien, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est le plus intime. C'est à la maison que ça se passe. C'est vous êtes en train de faire à manger, vous déballez les courses, hein, eh bien, partout où on peut, on va mettre les emballages dans un sac, on va mettre les produits organiques dans un autre, dans une autre poubelle, etc. Des millions de Français font ça. Et si on leur demandait d'autres choses, ils les feraient aussi. Et si on leur dit on ne roule plus au diesel et tenez, je vous donne un chèque, allez vous acheter un autre véhicule, eh bien ils iraient acheter un autre véhicule. Mais il n'y a aucune raison de les punir et de les insulter par-dessus le marché. Les punir en leur volant une partie de leur pouvoir d'achat au profit des riches. Oui, au profit des riches. Vous allez payer la différence de l'argent qui ne rentre pas dans la caisse de l'État parce que les très riches de notre pays ne payent plus d'impôts sur la fortune. Vous allez payer parce que les très grandes entreprises qui accumulent des profits dans notre pays ne payent pas d'impôts dans notre pays. Vous allez payer parce que les fraudeurs du fisc vous volent chaque année 100 milliards dans ce pays, 1000 milliards au niveau de l'Europe. Alors maintenant, ça suffit. Les gens sont très en colère et ils ont raison. Je souhaite le plus grand succès possible le 17 novembre et la plus grande auto-organisation possible. Bon, alors, écoutez-moi. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous paraît efficace. D'ailleurs, nous, on va sans doute encore redécouper la fin pour la faire tourner à propos du 17 novembre. Ça peut aider, hein. Il y a des tas d'endroits où on m'a dit, bah c'est bien parce que les députés insoumis sont beaucoup intervenus contre cette augmentation de carburant. On l'a fait une question d'actualité au Parlement avec notre ami Clémentine Autain, François Ruffin l'a fait, Alexis Corbière, Adrien Quatennens, et bon, je ne vais pas faire toute la liste, évidemment Mathilde Panot, parce que vous avez été plus de 2 millions à regarder le discours qu'elle a prononcé, un discours magnifique, à la tribune de l'Assemblée nationale, au moment où votait le budget des transports. Alors là, mon vieux, elle les a pas ratés, hein. Elle y a été, elle leur a dit leur fête, et elle les a bien pris à partie. Mathilde Panot est une des dirigeantes du mouvement La France Insoumise, et une de ses fondatrices les plus directes. Alors ça aussi, c'est une jolie vidéo, faites-la tourner, elle est même mieux dite et mieux faite que ce que moi-même je suis en train de vous dire. Si ça vous... Ah oui, j'ai vu ça. Alors ça, c'est un point important, parce que les Français, ça les concerne. Le 17 novembre, il y a des organisations qui appellent à manifester, à bloquer le pays. Alors moi, je voudrais dire plusieurs choses là-dessus. Moi, je n'aime pas trop les gens qui s'attaquent aux conséquences et qui ne dénoncent pas les causes. Si le prix de l'essence augmente de façon dramatique pour beaucoup de Français, c'est tout simplement parce qu'on augmente la fiscalité sur ces produits, et aussi peut-être parce qu'il y a une augmentation de ces produits sur les prix mondiaux. Bon. La responsabilité des dirigeants français, compte tenu du poids que représente dans le budget des ménages, le poids que représentent les hydrocarbures, que ce soit le fioul pour des chaudières à mazout pour chauffer chez soi, ou que ce soit le gaz pour le chauffage au gaz, ou que ce soit l'essence ou le diesel pour faire fonctionner sa voiture, les énergies fossiles représentent une part significative du budget des ménages pour se chauffer, pour se déplacer. Dans ce genre de situation, c'est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que les évolutions du prix de ces matières-là ne soient pas dramatiques pour ne pas mettre en péril le budget des ménages. Or, c'est actuellement ce qui est pourtant en train d'être fait. Normalement, un pays bien géré, avec quelqu'un qui décide dans l'intérêt des Français,
s'il y a une augmentation du prix au niveau international, devrait baisser un petit peu la fiscalité. Je rappelle que la fiscalité représente une part prépondérante du prix d'un litre d'essence. Il y a au moins 40 ou 50%, c'est de la fiscalité. Le prix de la matière première ne représente qu'un relativement faible pourcentage, à quoi s'ajoutent les frais de transport, les frais de raffinage et de distribution. Donc, normalement, un pays bien géré devrait veiller à diminuer la fiscalité pour ne pas mordre trop sur le budget des Français. C'est pas du tout ce que fait le gouvernement français. Il considère en fait que l'essence, le diesel, tout ça, c'est des vaches à lait pour le budget de l'État. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est ça. Nous, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, nous gérerons le prix des hydrocarbures avec un objectif social de façon permanente à l'esprit, en essayant de lisser les évolutions, en augmentant ou en diminuant la taxation pour avoir un prix qui soit sensiblement égal et qui gomme ainsi les évolutions, soit les évolutions des prix sur les marchés internationaux, soit les évolutions du taux de change. Ça, c'est une première chose qui est dite. Le gouvernement français ne fait pas son devoir. La deuxième chose, c'est que le gouvernement essaye d'obtenir des ressources fiscales tous azimuts parce qu'il n'arrive pas à boucler le budget de l'État, même avec le déficit qu'il n'arrive pas à combler. Mais au même moment, le gouvernement ne remet pas en cause l'évasion fiscale massive qui a lieu. Ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que les très grands intérêts financiers, que M. Macron faisait semblant de critiquer tout à l'heure, que les très grands intérêts financiers, les grandes sociétés s'ingénient à ne pas payer au fisc en organisant leur évasion fiscale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire de nombreuses fois. Ceci est notamment autorisé par l'article 63, celui-là même que M. Mélenchon citait il y a quelques jours en m'imitant, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Donc, je veux bien que les gens manifestent, bien entendu. Si certains de nos adhérents vont probablement manifester. Mais une fois qu'ils auront manifesté, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Pas grand-chose. Éventuellement, le gouvernement, si vraiment la France est prise en gelée parce que ça on peut plus bouger, le gouvernement lâchera un petit peu du lest. Mais ça sera un cautère sur une jambe de bois, comme on dit. C'est-à-dire, ça ne sera pas une solution sérieuse, une solution durable. C'est une solution de rapport de force. Ce qu'il faut dans toute cette affaire, c'est faire payer les entreprises qui dégagent des profits énormes. Et pour faire payer les entreprises qui dégagent des profits énormes et qu'elles versent leur dû à la collectivité nationale, il faut rétablir un contrôle des mouvements de capitaux, point barre. Et pour rétablir ce contrôle des mouvements de capitaux, dans la mesure où le Luxembourg, Malte ou un certain nombre de pays d'Europe de l'Est s'y opposeront toujours, nous n'avons pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne. Voilà, parce que si on reste dans l'Union européenne avec le traité actuel, et on ne peut pas le modifier sauf à l'unanimité, j'ai déjà expliqué qu'on ne le pouvait pas, eh bien, on aura toujours les plus grandes entreprises, les plus grandes fortunes qui ne paieront pas d'impôts, et donc les gouvernements seront obligés de taxer toujours un peu plus le peuple. Voilà. D'ailleurs, c'est le bilan de M. Macron. Depuis 1 an et demi que cet énergumène est arrivé à l'Élysée à l'issue d'une opération de propagande éhontée, qu'est-ce qu'il a fait ? On dit ces jours-ci qu'il était malade, qu'il avait besoin de se reposer. Mais qu'il se repose. La meilleure façon de se reposer, il devrait poser sa démission du poste. Il n'est pas fait pour. On voit bien. Il n'a pas l'ampleur, il n'a pas l'expérience, il n'a pas la carrure, il n'a pas le sang-froid, il n'a pas les connaissances, il n'a pas le courage, il n'a aucune, en fait, des qualités pour être président de la République. Bon. Alors il devrait poser sa démission et partir en congé sur longue période et puis faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire se balader en avion. Hein. Voilà, il a fait un nombre de voyages pratiques. Aucun de ses prédécesseurs n'a fait autant de voyages. Il est en permanence en voyage. Mais qu'est-ce qu'il en ressort de ces voyages, à part que ça dégage du CO2 dans l'atmosphère ? Il en ressort quoi ? Il est allé en Australie, il avait tenu des propos complètement ridicules qui l'ont décrédibilisé vis-à-vis des Australiens. Il est allé au Burkina Faso,
il a insulté le président du Burkina Faso, il est allé à Mayotte, il a plaisanté de façon ignominieuse sur les immigrés qui meurent noyés dans le canal de Mozambique, il s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Est, il est allé aux États-Unis, il s'est fait traiter comme un gamin par Donald Trump qui l'a tiré par la manche et qui lui a épousté ses pellicules sur son veston. Il est allé à Moscou, il s'est agité comme un je sais pas quoi, comme un zouave, en fait, devant le président Poutine qui l'a regardé. On en a déjà parlé longuement. Donc, en fait, il s'agite beaucoup. Il fait que ça, M. Macron. Mais franchement, il devrait poser sa démission et essayer de se faire embaucher dans une compagnie aérienne low cost pour être steward. Je pense que ça lui irait assez bien. On le verrait très bien comme ça, en train de servir en première classe, en train de servir du champagne millésimé. Il serait parfait, il serait absolument impeccable dans son petit costume serré. Je crois que c'est vraiment ce qu'il lui faudrait. Bon, alors, à part cette agitation perpétuelle de M. Macron, quel est son bilan? Ben, son bilan, on l'a vu il y a quelques jours, on a appris que le nombre de millionnaires en euros en France a bondi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a de plus en plus de riches en France, mais quelques milliers, hein. Et au même moment que le nombre de pauvres et de gens qui sont dans la gêne explose. C'est ça, le bilan de M. Macron. Le vrai bilan de M. Macron, au bout d'1 an et demi de présence à l'Élysée, c'est qu'une toute petite minorité de gens riches sont encore plus riches, et que la grande masse des Français s'appauvrit, tandis que les pauvres sont beaucoup plus pauvres. Voilà le bilan de M. Macron. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fera quand on sera arrivé aux affaires? Nous sommes des gens sérieux. Nous visons le bien public. Moi, je ne suis pas là, vous l'avez remarqué, sinon, j'aurais pas eu la campagne présidentielle que j'ai eue. Si j'étais le larbin de l'oligarchie des grands intérêts financiers, j'aurais été traité comme M. Macron. On aurait parlé de moi partout. Moi, je suis là pour défendre, excusez-moi de le souligner, mais le peuple français et la chose publique, le bien public, ce qu'on appelle res publica, ce qu'a donné la République. Donc nous, lorsqu'on sera arrivé au pouvoir, on fera quoi sur cette question? 1. On rétablit le contrôle des mouvements de capitaux. Et ça, on pourra le faire parce qu'on sortira de l'euro et de l'Union européenne et qu'on dénoncera les articles, notamment l'article 63. Donc on ne se mettrait pas en tort vis-à-vis du droit international. On rétablira les mouvements de capitaux, comme la plupart des pays du monde d'ailleurs ont une réglementation des mouvements de capitaux, tout particulièrement les pays qui se développent le plus vite, comme la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. 2. Une fois qu'on aura rétabli les mouvements de capitaux, on pourra s'attaquer sérieusement, enfin, à l'évasion fiscale organisée par les très grandes fortunes et les très grands groupes financiers. Et là, on leur demandera de payer. Et croyez-moi, on fera rentrer dans les caisses de l'État, là c'est l'inspecteur général des finances de formation qui vous parle, on fera rentrer dans les caisses de l'État des milliards d'euros. On n'ira pas le chercher sur les 60 millions de Français qui circulent en France avec de l'essence. On ira chercher cet argent auprès de ces très grands groupes qui dégagent des profits mirobolants et qui dégagent des dividendes pour une toute petite minorité d'actionnaires. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que nous lisserons le prix des hydrocarbures, des énergies fossiles pour le grand public avec un objectif social qui sera de toujours veiller à ce que le prix ne soit pas trop élevé pour un ménage modeste français qui a besoin de circuler et qui a besoin de se chauffer. Voilà ce que nous ferons. Voilà, maintenant, tout le monde peut aller bloquer des routes si ça... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tout ça, ce ne sont pas des solutions durables. La solution durable, c'est celle que je dis. Il faut redonner de l'autorité à l'État, et on ne pourra redonner à l'État son autorité que si l'État prend les mesures que je viens de dire, tout simplement.